Ce soir à l'émission, Tourisme Mirabel lance la saison des sucres. C'est une signature du Québec, l'érable. Et on vous raconte l'histoire de la cabane à sucre Famille Étier. C'est notre 48e saison. En entrevue, je reçois Valérie Naud, avec qui je discute de la campagne J'ose ma télé communautaire. C'est une richesse parce que c'est quelque chose d'accessible à tout le monde. Je m'entretiens également avec Étienne Saint-Laurent, directeur de la programmation chez Audicène, qui vient de remporter le titre de diffuseur de l'année. C'est vraiment des éléments structurants qui ont été mis en place et visiblement, c'est ça que le comité d'évaluation a retenu. Enfin, Maude Pilon-Bernier nous parle de l'entreprise Mon Gym qui développe des applications intelligentes adaptées à votre entraînement. Notre but, c'était de rendre les gyms plus accessibles à n'importe qui à travers le Québec. Bienvenue à Accès Local. Mercredi 26 février 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir. Alors, Tourisme Mirabel a lancé officiellement hier la saison des sucres 2025. Oui, Claude, c'est la 7e année que l'organisme souligne ici le début de la saison de l'érable. Des représentants de l'organisme ainsi que Jean-Denis Garon, qui est député bloquiste de Mirabel, et Patrick Charbonneau, maire de la ville, étaient présents pour l'occasion. L'année dernière, l'inauguration s'était faite au plus gros érable de Mirabel et cette année, on se trouvait plutôt dans une des plus vieilles cabanes à sucre de la ville. Oui, parce que le thème de cette année, c'est l'histoire. Oui, l'année dernière, le secteur Saint-Benoît fêtait son 225e anniversaire. Cette année, c'est l'ancien village de Sainte-Scolastique qui souligne son 200e. Donc, la ville de Mirabel est vraiment dans les célébrations. Tourisme Mirabel en profite du même coup pour souligner la tradition acéricole de la région. On écoute à ce sujet Stéphane Michaud, qui est directeur général de l'organisme Tourisme Mirabel. L'histoire reliée à l'érable, c'est quelque chose qui touche l'ensemble du Québec. C'est pas seulement que Mirabel. C'est une tradition qui est à perpétuer. C'est une signature du Québec, l'érable. Et quelle place occupe l'industrie de l'érable dans la région? D'un point de vue économique, la sériculture occupe une place importante, oui, pour la région, mais pour la province et pour tout le pays aussi. C'est une industrie qui contribue à 1,1 milliard du PIB canadien annuellement. Donc, selon l'Association des producteurs et productrices acéricoles du Québec, la province assure 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et 90 % de la production canadienne. La production annuelle s'accroît et d'ici 2080, il est estimé qu'on aura besoin de 120 millions d'entailles supplémentaires pour suivre la demande du marché. On retrouve une trentaine de cabanes à sucre sur le territoire de Mirabel et bien sûr des dizaines d'autres dans toutes les Basses-Laurentides. Mais au-delà de son impact économique, Tourisme Mirabel a identifié l'érable, l'or blond, comme certains l'appellent, comme un marqueur identitaire de la région. Oui, et pour le protéger, le promouvoir, Mirabel a adopté une stratégie de l'érable. Exactement. Ce serait la première du genre qui a été développée avec le comité stratégique de l'érable sur lequel Tourisme Mirabel siège aussi. Cette stratégie d'une durée de 5 ans pour objectif de mettre en valeur le produit et ses artisans. La ville a annoncé 30 000 $ en ce sens. Dans le cadre de cette stratégie, une équipe de scientifiques travaillera dans les prochains mois à la catégorisation moléculaire du sirop d'érable mirabellois. On écoute à ce sujet M. Michaud. Dans l'histoire de la Terre, là, ici, c'est le fond de la mer de Champlain. Donc, Mirabel, c'est ça. Alors, au niveau moléculaire, donc, allez voir s'il y a des caractéristiques particulières de nos forêts qui vient donner une saveur particulière, à peine perceptible, mais qui pourrait bien se définir des sirops qui sont produits ici sur notre territoire. Ce serait une première au Québec et Tourisme Mirabel souhaite inspirer d'autres régions de la province à faire de même. Oui, parce que Mirabel s'était autoproclamé, on le rappelle, il y a 2 ans, capitale mondiale de l'érable. Oui, Claude, mais ce n'est plus tout à fait exact. La déclaration a fait beaucoup parler et a presque mené à une poursuite judiciaire. Plessisville, dans le centre du Québec, avait déjà réservé le titre de capitale mondiale de l'érable. Donc, selon Jean-Denis Garon, qui est député de Mirabel, c'est le principe d'immunité parlementaire qui a sauvé Tourisme Mirabel d'une poursuite. Effectivement, c'est lors d'une déclaration faite à la Chambre des communes que M. Garon avait sacré Mirabel capitale mondiale de l'érable. Ses propos ne pouvaient donc pas être retenus contre lui lors d'une procédure légale. Mais pour ne pas faire de chicane, Mirabel est maintenant la capitale internationale de l'érable, titre qui n'est jusqu'à présent pas réclamé par personne d'autre. On l'a échappé belle. Et à quoi on peut s'attendre, Clara, pour la saison des sucres dans la capitale internationale de l'érable? Alors, c'est le Festival Bière des Bois qui revient pour une 2e édition à la fin avril, un événement pour les amateurs de houblon et d'or blond. Et en septembre, Mirabel Fête l'érable revient avec une 11e édition. Merci, Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de la cabane à sucre Famille Étier. À plus tard, Claude.
Le détenu Ricardo Vilches, qui s'était évadé de l'unité à sécurité minimale de l'établissement Archambault de Sainte-Anne-des-Plaines le 24 février vers midi, a été appréhendé quelques heures plus tard par le service de police de Toronto. Le service correctionnel du Canada procédera à une enquête sur les circonstances entourant l'incident. L'homme de 85 ans purge actuellement une peine indéterminée pour meurtre au 2e degré. L'UPA Outaouais-Laurentides et l'UPA des Basses-Laurentides dénoncent la volonté du gouvernement du Québec de forcer la vente d'un terrain municipal en zone humide à Stablex pour l'enfouissement de matières dangereuses. Elles jugent inacceptable que ce projet mette en péril un écosystème d'importance et des terres agricoles de Blainville. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement n'a d'ailleurs pas recommandé cette expansion, plaidant plutôt pour l'utilisation du site existant. Les représentants de l'UPA demandent au gouvernement de revoir sa décision afin de protéger l'environnement et l'agriculture locale. La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, dont TVBL fait partie, mène actuellement une campagne de visibilité sous le thème « J'ose ma télé communautaire ». On va parler de tout ça avec Valérie Naud, coordonnatrice aux communications pour la Fédération. Bonsoir, Madame Naud. Bonsoir. Alors, cette campagne-là, elle a été lancée en novembre dernier, se poursuit jusqu'au mois d'octobre de cette année. Dites-moi d'abord à qui elle s'adresse et comment elle se déploie. Elle s'adresse en fait au grand public, donc à tous les Québécois et Québécoises qui ne sont pas au courant que c'est une richesse et une belle ressource qu'on a sur le territoire. On en a plusieurs télévisions communautaires autonomes. Donc, on voudrait essayer de rejoindre cette fois les gens qui ne connaissent pas la télévision communautaire autonome. D'accord. Une campagne de visibilité, c'est pas seulement pour se faire voir, c'est aussi pour dire qui on est et pourquoi les gens devraient nous adopter. Alors, je vous pose la question, pourquoi est-ce que le public devrait se précipiter sur nous? Eh bien, parce que c'est des télévisions qui appartiennent à la communauté. Donc, à vous, à moi, à tous les téléspectateurs. Donc, c'est une richesse qu'on a au Québec. Je dis que c'est une richesse parce que c'est quelque chose d'accessible à tout le monde. C'est quelque chose qui parle des enjeux locaux, donc qui sont de moins en moins couverts par les grands réseaux nationaux. Donc, c'est vraiment un enjeu de santé démocratique et d'information locale pour faire rayonner aussi les talents, les artisans, les organismes bien de chez nous. Donc, pour être au courant de ce qui se passe chez nous, c'est, à mon avis, un élément essentiel là pour justement être au courant de ce qui se passe dans notre propre communauté. Cette campagne-là se déroule dans un contexte bien particulier, là, où l'on voit les médias locaux, régionaux se fragiliser de plus en plus. Des TCA, il y en a 42 actuellement au Québec, qui couvrent plus de la moitié des municipalités au Québec quand même. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, sur l'état de la santé de la télévision communautaire? En fait, c'est un défi de se faire connaître et reconnaître à travers cette foule de médias-là qui existent déjà et la consommation, en fait, des gens pour tout ce qui est télévisuel change. On n'est plus maintenant habitué d'avoir du contenu en ligne de façon continue et à la carte. Faut savoir que les télévisions communautaires autonomes se sont adaptées à cette situation-là. Donc, la plupart de nos membres ont des émissions en ligne, donc on peut choisir exactement comme on le fait quand on choisit à la carte. Donc, qu'est-ce que ça dit sur ces télévisions-là? Il faut savoir que nous, la Fédération, on en représente 42, mais il y en a un petit peu plus. C'est énorme par rapport à ce qu'il y a dans le reste du Canada. Donc, on est chanceux d'en avoir autant. Ça dit, en fait, que dans notre histoire, il y a beaucoup d'élus qui ont voulu une tribune, il y a beaucoup de militants qui ont voulu débattre d'enjeux sur la place publique et qui se sont dotés d'organismes communautaires comme les télévisions communautaires autonomes pour avoir une voix, pour se faire entendre. Donc, ça dit qu'on est un peuple qui aime débattre de nos enjeux, de parler, d'avoir une place publique pour le faire. Toutefois, c'est de plus en plus difficile, comme vous l'avez nommé. Il y a toutes sortes d'enjeux, comme la censure sur les médias sociaux, comme le fait d'être dans une foule d'opportunités d'avoir de l'information ou du divertissement assez facilement. Donc, je vous dirais que ce qui est particulier aux télévisions communautaires autonomes, c'est que c'est toutes des équipes qui travaillent dans le plaisir avec beaucoup de dévouement et de passion pour essayer de se démarquer et surtout d'aller chercher cette niche-là qui est le local, la communauté, faire rayonner les enjeux bien de chez nous. Sentez-vous justement que les TCA, là, de par leur indépendance, sont appelés à prendre le relais de l'information régionale? Absolument, absolument. C'est la plus grande salle de nouvelles locales, en fait, au Québec.
Donc maintenant, les grands réseaux, je vous le disais, ne le font plus se déplacer dans les plus petites municipalités ou dans les régions. Les télévisions communautaires autonomes sont encore là, elles, et c'est leur mission de répondre à ce besoin-là plus local. Donc oui, effectivement, elles sont essentielles parce qu'elles sont le relais de tout ce qui est national et elles vont se concentrer sur ce qui est plus local. Vous exprimez aussi qu'il est urgent que les décideurs reconnaissent la valeur des TCA et qu'ils adoptent des mesures concrètes là, pour garantir leur pérennité. On parle de quels décideurs et qu'est-ce que vous leur demandez exactement? Le ministère de la Culture, le patrimoine canadien, le CRTC doivent toutes reconnaître les télévisions communautaires autonomes comme un enjeu, comme un élément en fait essentiel de notre paysage médiatique. Et ça va par une reconnaissance en incluant toujours d'emblée la télévision communautaire autonome dans les décisions, dans la prise de décision, que ce soit au niveau de l'élaboration des lois et des réglementations, mais aussi au niveau du financement. Donc c'est certain qu'il y a un financement minimale par télévision communautaire autonome en ce moment au Québec. On est très reconnaissant de ça, mais on doit bonifier la situation pour qu'on soit capable de sécuriser les emplois qui font rouler la télévision. Donc, on sait que ça appartient à la communauté, donc c'est géré par un conseil d'administration, bénévole. Il y a beaucoup de bénévoles qui s'impliquent encore à la télévision communautaire autonome, mais ça prend des professionnels qui vont s'occuper de couvrir la nouvelle, des journalistes, des monteurs, des gens à l'administration, des animateurs. Donc, pour consolider ces salaires-là, pour sécuriser cette main-d'œuvre-là, eh bien, ça va prendre une bonification du financement. Bien, merci beaucoup, Valérie Rinaud. Ça me fait plaisir. Les syndiqués de Sonaca, un fabricant d'ailes d'avion à Mirabel, ont voté à plus de 83% pour une entente de principe avec l'employeur le 14 février dernier. La nouvelle convention d'une durée de 5 ans fera augmenter les salaires de 29% et la masse salariale de 38% d'ici le 31 décembre 2029. Dès la première année, les travailleuses et les travailleurs recevront une hausse de près de 4 $ de l'heure, puis jusqu'à 10 $ de l'heure après 4 ans. Une bonification de 2% du régime de retraite et l'introduction d'un programme de retraite progressive à partir de 55 ans sont également prévus. La Chambre de commerce et d'industrie Rivière-du-Nord annonce avoir reçu un nombre record de candidatures pour le Gala Zénith 2005. Au total, 119 candidatures en provenance de 73 entreprises ont été recueillies. Après avoir été validées, elles seront acheminées à un jury qui établira le classement pour les 15 catégories et sélectionnera les finalistes et lauréats pour chacune d'entre elles. Les finalistes seront dévoilés lors du cocktail prévu à cet effet, qui aura lieu le mardi 25 mars, soit un mois avant le Gala Zénith. Une application intelligente qui vous accompagne au gym pour vos entraînements, c'est ce dont nous parle Maude Pilon-Bernier dans le reportage qui suit. Moi, je m'appelle Olivier Sirène. Je suis un des 5 cofondateurs de Mon Gym. Donc, moi, personnellement, je suis le directeur des ventes. Donc, c'est moi qui s'occupe de contacter les gyms là, pour leur offrir les services. Dans le fond, nous, on a eu la chance avec la HEC à Montréal de faire un échange étudiant. Puis, c'est un peu là-bas, en Europe, que l'idée a germé. On allait s'entraîner, puis on a réalisé que même nous qui avions de l'expérience dans les gyms, en arrivant dans un nouveau centre, on se sentait un peu perdus. Fait qu'on se disait, imagine en plus, c'est ça, des personnes qui commencent, que c'est leur première expérience. C'est facile que ce soit très, très intimidant. Tu sais pas exactement comment ça fonctionne. On a visité, dans le fond, différents établissements. Puis on a réalisé que c'est ça, il y avait très peu de support quand tu commençais à t'entraîner dans un gym. À moins, évidemment, que tu sois prêt à payer pour les services d'un entraîneur privé. En général, quand tu rentres dans un centre, tu es laissé à toi-même. Fait que ça fait que la plupart du monde, après quelques temps, c'est difficile pour eux d'atteindre les résultats qu'ils espéraient avoir. Donc, tu perds la motivation, puis tu finis par arrêter de t'entraîner. En moyenne, pour donner une idée, là, les taux de rétention sont d'à peu près 30% dans les gyms à travers le Québec, parce que c'est ça, la plupart du monde finissent par se désabonner là, après un certain temps. Donc, notre but, c'était de rendre les gyms plus accessibles à n'importe qui là, à travers le Québec. Après avoir commencé avec les gyms, donc on a maintenant une application là, qui est fonctionnelle, qui est utilisée dans une dizaine d'établissements à travers le Québec. On voulait voir comment on pouvait justement étendre notre impact. C'est là qu'on a pensé aux écoles secondaires. Nous, quand on avait été au Collège Saint-Sacrement, on avait fait un cours d'initiation là, à l'entraînement. Puis, tu sais, en ce moment, il y a 35 élèves dans une classe avec un seul enseignant. C'est difficile de motiver tout le monde. En ce moment, les élèves font des plans sur une feuille de papier qu'ils remettent au prof à la fin du cours. Fait qu'ils ressortent un peu de ce cours-là les mains vides. Fait qu'on se disait, bien, tant qu'à faire un module sur l'entraînement, autant que ce soit efficace, puis que les élèves, bien, après ça, continuent avec ces habitudes-là.
Donc, en ce moment, c'est son travail pour adapter notre application pour les écoles secondaires. Donc, le but, c'est que la plateforme elle soit utilisée dans les cours en éducation physique. Donc, les enseignants vont avoir accès à plein de ressources, donc des capsules éducatives sur l'entraînement, la nutrition, la récupération, et ils vont pouvoir partager ça aux élèves. Puis, les élèves vont aussi pouvoir accumuler des statistiques sur leur parcours d'entraînement, puis recevoir des récompenses aussi quand ils atteignent certains objectifs. Donc, le but, c'est de rendre ça, plus dynamique, plus moderne pour les élèves. Puis surtout, notre application est vraiment disponible pour les élèves pendant toute leur année, pendant tout leur parcours au secondaire, dans le fond. Donc, même quand ils ont terminé le module sur la musculation, bien, ils ont encore accès à ces ressources-là. Donc, ça fait en sorte que, bien, un coup que le cours est terminé, ils vont quand même continuer là, avec ces habitudes-là. Ça peut être intimidant, les machines, tu ne sais pas trop comment ça fonctionne. Fait que nous, on vient installer un code QR sur chacun des appareils dans la salle. Donc, si les élèves veulent savoir comment utiliser cet appareil-là, ils ont juste à scanner le code QR, puis ça les amène à une vidéo explicative de l'exercice. Ensuite de ça, bien, le but, c'est de se bâtir des plans d'entraînement. Dépendamment des cours, des niveaux au secondaire, soit l'élève partage un plan, en fait, l'enseignant partage un plan aux élèves ou les élèves doivent s'en bâtir un par eux-mêmes. Donc, dans les deux cas, c'est possible de le faire maintenant directement sur l'application au lieu de faire ça sur une feuille de papier. Donc, les élèves ajoutent les exercices à leur entraînement et ensuite de ça, au fil des séances, bien, ils vont vraiment venir noter concrètement c'est quoi les séries, les répétitions, les poids qu'ils utilisent. Dans le but que, bien, du cours 1 jusqu'au cours 8, par exemple, bien, ils puissent voir leur progression. Et ensuite de ça, évidemment, ça facilite le travail pour les enseignants. Au lieu de devoir se promener justement dans plein de feuilles de papier qui sont un peu chiffonnées, qui sont parfois égarées, bien là, ils ont tout ça sur leur plateforme à eux. Ils peuvent facilement voir l'évolution là, au fil des cours. On a essayé, c'est ça, d'aller chercher quelques subventions là, depuis 2 ans. C'est quand même difficile là, parfois d'appliquer à ces programmes-là. Mais là, on a été super chanceux. On a trouvé une organisation, dans le fond, qui permet d'organiser des campagnes de socio-financement. Donc, ça s'appelle La Ruche. Puis, ce qui est super intéressant avec La Ruche, c'est que ils font affaire avec des fonds de financement additionnels. Fait que nous, on a réussi à trouver le fonds 1001, qui est un fonds qui vient supporter les projets qui ont un impact sur les jeunes. Donc, vu que notre projet se qualifiait là, dans leurs critères, bien, ils ont accepté de contribuer à notre projet. Donc, comment ça fonctionne? En ce moment, on est en campagne de socio-financement, donc elle est lancée depuis le 13 janvier. Puis, elle dure jusqu'au 14 mars 2025. Donc, pendant ces 2 mois-là, nous, on doit accumuler 81 000 $. Puis, à condition qu'on réussisse à atteindre cet objectif-là, bien, le Fonds 1001 va venir nous donner une subvention supplémentaire de 81 000 $. Fait que nous, ça nous permet vraiment d'aller chercher un montant intéressant pour nous qui va nous permettre, entre autres, de payer notre équipe, là, donc notre nouveau développeur qui s'est rejoint à l'équipe pour nous aider dans ce projet-là, et aussi de faire affaire avec les professionnels de la santé que je parlais tantôt. Donc, c'est vraiment ça. C'est pour ça que c'est super important pour nous en ce moment là, de réussir cette campagne-là, parce que c'est vraiment grâce à ça qu'on va être capable de mettre le projet de l'avant. C'est ça, honnêtement, que je trouve le fun aussi avec La Ruche, c'est justement que les contributeurs obtiennent quelque chose en retour. Donc, effectivement, il y a les premières contreparties là, partent à 10 $. On fait tirer en ce moment des billets pour aller voir un match des Canadiens de Montréal et un spectacle du Cirque du Soleil. Donc, juste ça pour 10 $, ça vaut vraiment la peine. N'importe quelle entreprise qui sont intéressées à nous encourager, on offre de la visibilité en échange là, de commandites qui vont de 500 à 2000 $. Donc, c'est principalement ça là, qu'on offre présentement. Puis, effectivement, ça nous aide beaucoup, nous, dans notre projet. L'entreprise Mon Gym est vraiment une entreprise florissante et motivante. Je vous encourage à donner généreusement. Allez voir leur campagne La Ruche sur le site Internet de La Ruche Laurentide et participer en grand nombre, ça vaut la peine. L'événement Rideau réunit chaque année les professionnels du milieu québécois des arts de la scène, auxquels on propose des conférences, des ateliers et des tables rondes. C'est aussi l'occasion de célébrer l'excellence dans le cadre du Gala des prix Rideau, qui a valu à Audicène d'être couronné du titre de diffuseur de l'année. Pour en parler, je reçois Étienne Saint-Laurent, directeur des programmations et médiations chez Audicène. Bonsoir, Monsieur Saint-Laurent. Bonsoir. Ben, d'abord, félicitations. Merci. Ça se passait, ça, jeudi dernier au Théâtre Capitole de Québec. Oui. C'était la 4e fois que Audicène était en nomination pour ce prix. Vous l'avez enfin gagné. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bien, c'est un prix qui est remis par les pairs du milieu de la diffusion. Donc, des gens qui connaissent le milieu du spectacle et qui savent comment on travaille et tout ce que ça demande pour accueillir plus de 300 représentations de spectacles par année. Donc, c'est vraiment très, très touchant de recevoir ce prix-là. Être un travailleur culturel, c'est souvent travailler dans l'ombre. On a des équipes techniques qui commencent très tôt le matin, qui terminent extrêmement tard le soir. Des équipes qui sont là aux opérations, qui s'occupent d'accueillir les artistes convenablement, d'accueillir le public convenablement,
des gens en finance, des gens en ressources humaines, bref, une grande équipe qui travaille dans l'ombre et qui, là, par les pairs, se fait souligner l'excellence de son travail. On est vraiment très fiers de ça. L'organisation de l'événement Rideau a énuméré une série de raisons là, pour lesquelles on vous a attribué ce prix-là. Il était question notamment d'un vent de renouveau qui a soufflé sur Audissen en 2023-2024. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça s'est entre autres concrétisé avec une nouvelle identité visuelle que les gens peuvent voir maintenant, des nouvelles façons de faire, mais surtout plein de choses à l'interne qui ont été officialisées, statuées, des nouvelles politiques, une politique équité, diversité, inclusion pour faire une place plus grande aux artistes de la diversité, mais aussi aux travailleurs culturels de la diversité. C'est vraiment une multitude de petites choses. On a une politique d'expérience client qui a été mise en place également en 23-24. Donc, je pense que c'est le cumul de toutes ces petites choses-là, pertinentes, mais aussi structurantes pour le futur. Donc, c'est pas juste un one-shot en disant « Hey, 23-24, on tape fort, puis après ça, on verra ». C'est vraiment des éléments structurants qui ont été mis en place. Et visiblement, c'est ça que le comité d'évaluation a retenu. Le monde des arts vit quand même une période de précarité financière. Comment est-ce qu'on fait dans un contexte pareil pour maintenir le niveau d'excellence? Le milieu culturel, par définition, est résilient et solidaire. C'est pas un moment facile, puis on appréhende un peu ce qui s'en vient aussi, avec des situations internationales, politiques américaines, qui peuvent avoir une incidence jusqu'ici à Sainte-Thérèse sur la fréquentation des spectacles. On se dit, s'il y a une récession économique qui se présente, est-ce que les gens auront moins de sous pour venir voir des spectacles? Nous, la façon dont on a décidé de procéder, c'est d'essayer de maximiser nos revenus. Donc, on a quelqu'un qui est là, qui travaille en philanthropie chez nous. Il y a une soirée bénéfice qui s'en vient en avril, une grande soirée country au théâtre Lionel Groulx, avec une brochette d'invités country extraordinaire, mais très accessible quand même. Donc, je pense que c'est 85 $ avec un reçu de don pour les gens qui veulent venir voir. Donc, c'est en multipliant les actions comme ça où on est capable de maximiser les revenus. Puis, de l'autre côté, d'avoir une saine gestion des finances pour essayer d'épargner nos coûts le plus possible, même si c'est extrêmement difficile dans le contexte. Oui, et dans le mandat des diffuseurs, il y a toujours ce désir de faire découvrir des artistes ou même parfois des formes d'art qui ont une certaine singularité. On appelle ça de la prise de risque. Est-ce que c'est devenu plus difficile, ça, à cause de la précarité? C'est certain que quand on regarde froidement notre grille de programmation qui s'en vient pour les prochaines années, on se dit, est-ce qu'on axe surtout nos représentations sur des spectacles qui vont bien fonctionner en billetterie ou à ceux qui vont trouver leur public, mais un public qui va être de 60, 80, 100 personnes? On essaie de viser l'équilibre, en fait. Donc, je pense que c'est le travail d'un diffuseur pluridisciplinaire, de présenter ce qui se fait, qui va mobiliser un grand nombre de spectateurs. On a le théâtre Lionel Groulx de 811 places pour ça, mais on a aussi le cabaret BMO au centre-ville de Sainte-Thérèse, 200 places assises environ. Je pense à une série qu'on a mis en place cette année qui s'appelle Apéro Perfo, des 5 à 7, des artistes dont le rayonnement n'est pas encore au plein potentiel. On invite les gens pour 25 $, une consommation, une collation. Moi, je fais petite entrevue avec les artistes sur scène. Pour moi, c'est une belle façon de rendre accessible le travail d'artistes qui sont vraiment à découvrir. Écoutez, en terminant, je souligne que Audissen, entre autres choses, propose chaque année 300 représentations qui sont vues par 122 500 spectateurs. C'est quand même impressionnant. On ajoute à ça 50 activités de médiation culturelle et des retombées directes de 9,2 millions de dollars. Tout à fait. On a participé à une étude dans les dernières années mise en place par Cérezo, affilié au Cégep de Lanaudière à Terrebonne, qui a évalué que chaque personne qui venait voir un spectacle à Audissen, c'était un peu plus de 70 $ qui étaient retournés dans l'économie locale. Et là, ça exclut le prix du billet. Donc, c'est restaurant, essence, achat dans les commerces autour. Donc, c'est vraiment un poumon pour la MRC. Qu'on se le tienne pour dit. Étienne Saint-Laurent, merci beaucoup de votre visite. Grand merci. On est de retour avec Clara Matéjonet. Vous avez profité, Clara, du lancement de la saison des sucres pour aller visiter l'une des plus vieilles cabanes à sucre de la région. Oui, Claude, et je vous présente ce soir l'histoire de la cabane à sucre de la famille Étier qui débute sa 48e saison cette année et de son évolution au fil des ans. Quand on a parti cette cabane-là, en 1978, c'est ça. On était les seuls de cette grosseur-là. J'ai grandi dans la cabane à sucre. À l'âge de 17 ans, on a bâti cette cabane ici.
Puis, on avait 6000 entailles à l'époque, vu que moi, j'étais la 5e génération, puis j'ai travaillé sur la terre avec mon grand-père, mon père. Fait que pour nous, de bâtir une cabane, on se battait contre le gouvernement à ce moment-là, qui nous disait qu'on n'était plus chez nous, mais que nous, on voulait pas partir d'ici, puis on est allé d'avant quand même à plein, puis même si ça nous a emmené beaucoup d'incertitudes par après. Puis dès qu'on a commencé à construire la cabane, les gens arrêtaient puis demandaient allez-vous donner des repas? Donc, la petite cabane, la petite salle qu'on avait faite pour manger juste nous autres, la famille, ça a servi à accueillir un bon nombre de personnes dès la première année. C'est notre 48e saison, mais on a débuté, on a été victime à un moment donné vraiment de notre succès parce qu'on faisait 4 à 5 services pleins par jour. Puis on avait des listes d'attente là, régulièrement. On répondait pas à la demande. Là. Puis tout était axé beaucoup sur la qualité. On faisait tout nous-mêmes. Ça a toujours été les recettes. Il n'y a rien d'acheter tout fait. On a un souci de qualité puis de perfection que ça a toujours été. Autant Germaine et moi en cuisine, puis Sylvain. Puis notre fille Émilie à ses joints aussi, là, à 6 joints, là, à ses heures. Les gens, c'était de la visite qu'on reçoit chez nous comme dans notre maison. Alors, les gens passaient n'importe où. Ils mangeaient dans notre cuisine, ils mangeaient partout. Il y avait accès à tout. Puis quand on les revoyait d'une année à l'autre, c'était vraiment comme si c'était de la famille que ça faisait 1 an qu'on n'avait pas vu, puis on se faisait des câlins. Puis c'est certain que la pandémie nous a amenés à se réinventer comme beaucoup de gens. Et on n'était pas prêts, là. On n'avait jamais fait ça, là, nous, du emporter. Et on voulait le faire à notre manière. On voulait pas du congelé. Alors, on voulait garder... on avait le souci de garder la qualité de nos recettes, de nos ingrédients, puis d'offrir la même table qu'on servait sur place, mais pour emporter. Alors, on le fait au fur et à mesure, à chaque jour. C'est certain qu'on répond encore à un besoin, parce qu'il y en a qui adorent ça. Ils ont pas de temps limité, puis avec des fois des enfants ou des personnes plus âgées, ils sont bien à la maison. Par contre, on est conscient que la cabane à sucre, c'est un lieu de rassemblement, puis il y en a qui sont nostalgiques, mais on l'est aussi, parce qu'on l'a vécu, puis on a eu des belles années. Début janvier, on s'en vient. Fait que là, ça a été la préparation du ketchup, les marinades, on fait nos tartes, on fait tout, là, la pâte, les remplissages, on fait tout. Alors là, on ouvre là, dans quelques jours, puis on est prêt. Présentement, on a 3200 entailles. On fait entre 500 et 800 gallons par année en moyenne, là. Dépendamment les années, ça ne sont pas toujours pareilles, là, mais on peut dire qu'on a une moyenne de 4 livres de sirop à l'entaille environ, là. On a fait des changements cette année aussi, là. On avait des équipements qui dataient de 48 ans. Et cette année, on a fait des changements là, au niveau de la cabane, au niveau du plancher. On a changé notre plancher, on a mis un plancher chauffant. Et l'évaporateur aussi qu'on a changé pour se moderniser. C'était quelque chose de partir la cabane sur le territoire exproprié. Sauf que fallait la partir aussi, là, la cabane, là... Ça n'a pas été long que les huissiers sont arrivés, il a fallu passer à la cour, ils nous réclamaient du loyer avec des intérêts à pu finir. Donc, en tout cas, c'est jusqu'au au matin où on a passé à la cour que ma mère s'est réveillée, puis elle a dit à mon père... elle dit à mon père, on le doit rien. On est chez nous, puis c'est ça, quitte à tout perdre, on va se battre jusqu'au bout. C'était plus fort que nous là, de rester ici, puis c'était nos racines. Voilà, Claude, la cabane ouvre ses portes dès vendredi. Merci Clara, on se revoit demain. Au revoir, Claude.
Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Ma banlieue suit à l'instant. Je vous invite également à consulter l'ensemble de notre programmation au tvbl.ca. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.